Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va parler de bilan d'énergie dans les écoulements. On voudrait calculer la puissance volumique dissipée par les forces de viscosité dans le cas d'un écoulement de Poiseuille cylindrique. Donc l'écoulement de Poiseuille cylindrique, c'est un écoulement très connu. Donc le moteur de cet écoulement, c'est la différence de pression entre l'entrée d'un tuyau de longueur L et la sortie. Et donc quand on a un écoulement laminaire, c'est-à-dire un nombre de Reynolds plus petit que 2000, eh bien, on a un profil parabolique des vitesses. On peut l'obtenir par un bilan de quantité de mouvement ou par l'intégration de l'équation de Navier-Stokes. Tout ça, je l'ai déjà traité dans d'autres vidéos. Et on peut aussi même définir ce qu'on appelle la résistance hydraulique de ce tronçon cylindrique. Donc, par analogie avec l'électricité, c'est la différence de pression. Donc, alors attention, il y a une convention d'orientation, il faut être en convention récepteur. Donc, PE moins PS sur le débit volumique. Donc, ça, c'est la définition de la résistance hydraulique. Je ne vais pas donner l'expression de cette résistance, mais voilà, c'est sa définition. Alors, on va démontrer un truc assez rigolo dans cet exercice. C'est que la puissance dissipée par les forces de viscosité dans ce tronçon de résistance RH, c'est moins R hydraulique dV carré. Ça nous montre que c'est un peu comme l'effet Joule. Donc les forces de viscosité, c'est ces forces de frottement entre les particules de fluide. Donc il y a une dissipation d'énergie. Donc c'est pour ça que c'est négatif. Et donc ça fait penser à RI carré. Résistance hydraulique, le débit, c'est un peu c'est un flux, c'est le flux du vecteur vitesse. Donc ça fait penser à la formule de l'effet Joule, RI carré au signe près. Et donc c'est ce qu'on voudrait démontrer dans cet exercice. Alors, ça va être le prétexte pour revoir les différences fondamentales entre les deux outils qu'on a à notre disposition pour faire des bilans d'énergie dans les fluides en écoulement. C'est le premier principe et le théorème de l'énergie cinétique. Ils sont tous les deux intéressants. J'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce thème-là, sur les bilans d'énergie. Je parlais du masse carré, j'ai parlé de cet exercice d'une pompe très classique. Je l'ai fait de plusieurs manières. Et encore aujourd'hui, on va réfléchir un petit peu au théorème qu'il faut utiliser pour calculer cette puissance dissipée par les forces de viscosité. Donc, le premier principe, appliqué à un système fermé, donc avec des notations assez habituelles dans le contexte de la mécanique des fluides, on met une petite étoile pour indiquer que c'est un système fermé. Donc la dérivée par rapport au temps de la somme de l'énergie interne et de l'énergie potentielle des forces extérieures, donc conservatives, c'est la puissance des forces extérieures non conservatives, comme par exemple les forces de pression, plus la puissance thermique, donc algébriquement reçue par le fluide, comptée positivement si c'est reçu, comptée en fait négativement si c'est donné, convention du portefeuille habituelle au premier principe. Alors, quel est l'avantage du premier principe de la thermo? C'est qu'il permet justement d'introduire des échanges énergétiques sous la forme de transferts thermiques à l'échelle microscopique. Ramène-toi là aussi à la vidéo que j'ai faite sur le premier principe de la thermo. La grande différence entre une approche mécanique et une approche thermodynamique, c'est qu'en thermodynamique, on introduit ce terme supplémentaire de transfert thermique ou de puissance thermique qu'on n'a pas en mécanique. Donc, c'est tous les échanges qui ne peuvent pas se modéliser par des travaux de force macroscopiques. Alors, le gros avantage de ce premier principe, c'est qu'on n'a que les travaux des forces extérieures sur le système ou les puissances des forces extérieures sur le système. Il n'est pas question là de forces intérieures au système. Donc ça peut rendre les calculs plus faciles dans un certain nombre de contextes, mais tout dépend ce qu'on cherche. Ici, on va chercher la puissance des forces de viscosité ou la puissance volumique des forces de viscosité pour un écoulement de Poiseuille, un écoulement visqueux. Et ici, on va voir qu'il va falloir plutôt utiliser un bilan d'énergie cinétique. Pourquoi? Parce que, outre le fait que il y a cette puissance thermique dans le premier principe, il y a une autre différence fondamentale entre le théorème de l'énergie cinétique et le premier principe de la thermodynamique. Cette grande différence, c'est que dans le théorème de l'énergie cinétique appliqué à un système fermé, on a également la puissance des forces intérieures. Et c'est ça qui va faire toute la différence, parce que la puissance des forces de viscosité, c'est une puissance intérieure à l'intérieur du fluide. Et donc voilà le théorème qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc c'est un bilan d'énergie cinétique sur un système fermé.
Donc voilà comment ça s'énonce. Théorème de l'énergie cinétique, la dérivée par rapport au temps de l'énergie cinétique, forcément d'un système fermé, on met une petite étoile. C'est la puissance des forces extérieures. Alors attention, la puissance des forces extérieures conservatives, comme par exemple le poids, mais aussi la puissance des forces extérieures non conservatives, donc par exemple les forces de pression, ou alors s'il y a un organe mobile, comme dans une turbine ou comme dans une pompe, eh bien, on pourra également mettre cette puissance échangée, reçue par le fluide de la part de cette éventuelle hélice qui comprime le fluide, ou alors si c'est une turbine, ça va être une puissance négative qui va être cédée à l'extérieur. Mais voilà, donc ça on le mettra dans la puissance des forces extérieures non conservatives. Et puis, la puissance des forces intérieures, elle, pour un fluide en écoulement, ça va être d'une part la puissance intérieure des forces de pression et la puissance intérieure des forces de viscosité. Pour ne parler que de la puissance des forces intérieures non conservatives, et c'est le cas des forces de pression et des forces de viscosité. Alors, on va appliquer ce théorème-là, mais on ne va pas se précipiter. Il faut d'abord, évidemment, définir le système fermé auquel on va appliquer ce théorème. Donc, pour appliquer correctement tous les bilans d'énergie ou tous les bilans de quantité de mouvement, la grande idée, c'est qu'il ne faut pas se lancer comme ça, c'est qu'il faut définir clairement le système fermé auquel on applique le théorème. Que ce soit le théorème du centre d'inertie, le premier principe, le théorème de l'énergie cinétique ou de l'énergie mécanique, ça ne s'applique qu'à des systèmes fermés. Donc, ici, on a une portion de tuyau de longueur L, et donc ça, ce n'est pas un système fermé, évidemment, il y a sans cesse du fluide qui rentre, du fluide qui sort, c'est un système ouvert, donc on va l'appeler sigma, ce système ouvert, ce volume de contrôle fixe dans le référentiel d'étude, délimité par une surface de contrôle fixe, c'est important que tu t'imprègnes du vocabulaire. Et donc, à l'instant T, on va rajouter en fait la quantité de fluide qui va pénétrer dans ce système, et à l'instant T plus dt, donc ça c'est à l'instant T, donc à l'instant T, le système fermé sera l'union du système ouvert, donc le tuyau, plus la masse dm1 entrante dans le tuyau. Et à l'instant T plus dt, ce système fermé, il s'est translaté. Donc, il y a une certaine masse qui est sortie, en fait la même masse puisqu'on est en régime permanent. Donc, on aura là une masse sortante, dms. Donc là, on avait dme. Oui, je mets plutôt dme que dm1. dm entrante, dm sortante. Donc, à l'instant t plus dt, le système fermé, voilà, indispensable de bien préciser la définition du système. Donc, un système que l'on suit dans son mouvement. Voilà, et on est en régime permanent, donc forcément la masse sortante est égale à la masse entrante. Alors, une fois qu'on a bien défini les choses, finalement, ça va être assez simple d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Alors d'abord, ce qu'on peut remarquer, c'est que dans cet écoulement de Poiseuille, la pression diminue le long du tuyau, c'est ce qu'on appelle la perte de charge. Elle diminue d'ailleurs linéairement, mais la vitesse ne dépend que du rayon par rapport au centre du tuyau. Le débit se conserve, la vitesse est de la forme V égale à V de R vecteur UX. Si on appelle X, on a couché les coordonnées cylindriques. Et donc, cette vitesse ne dépend pas, elle est invariante par translation, elle ne dépend pas de X. Donc, on voit tout de suite que l'énergie cinétique de la masse sortante et de la masse entrante, ça va être exactement la même si le profil n'est pas uniforme, si la vitesse dépend évidemment de la position par rapport au rayon. Donc l'énergie cinétique de ces deux masses va être identique. Et puis par stationnarité, comme on le fait très souvent dans les bilans, l'énergie cinétique aussi de ces deux volumes de contrôle va être identique à l'instant t et à l'instant t plus dt. Donc si on veut calculer la variation d'énergie cinétique de ce système fermé entre l'instant t et l'instant t plus dt, pour dire les choses sommairement, ça fait 0. Puisque voilà, on a la même vitesse. Alors, regardons un petit peu maintenant dans le membre de droite. Qu'est-ce qu'on va avoir? Bon, on va négliger la puissance du poids,
enfin, tout ça est horizontal, c'est même pas qu'on le néglige, c'est que en fait, chaque particule reste à la même altitude en ce qui concerne les forces de pression. Donc le travail des forces de pression à l'entrée, ça va être la force de pression, PESE, donc c'est un travail moteur à l'entrée. PESE, ça c'est la force de pression multipliée par le déplacement. Donc ça va faire, alors oui, on voit qu'il va falloir intégrer en fait ce travail des forces de pression. Ça c'est un peu délicat parce que la vitesse dépend de la distance au rayon. Je ne peux pas faire comme si c'était un fluide parfait en faisant SE fois VE parce que VE dépend de R. Donc il faut regarder cette dépendance. Donc il faut faire un découpage de la section d'entrée comme quand on démonte la loi de Poiseuille entre R et R plus DR. Et donc il faut intégrer ce travail, cette puissance, donc en disant que c'est PEDS, ça c'est la force élémentaire sur la surface ds, et en faisant le produit scalaire avec la vitesse. Donc là, ça va être une puissance positive à l'entrée. Et puis donc à la sortie, on aura la même intégrale avec la pression de sortie, mais cette fois-ci, eh bien, on prend la pression et puis c'est un travail résistant parce que les forces de pression sont toujours dirigées vers l'intérieur du système. Et donc ici, le fluide s'écoule de la gauche vers la droite, donc le travail est résistant, le fluide extérieur s'oppose à l'avancée, alors que là, ça pousse. Donc ici, on a un travail positif, ici, un travail négatif. N'utilise pas la formule moins PDV sans trop savoir ce que ça veut dire. Tu vois qu'il y a des signes en fait, qui viennent du signe relatif de la force et du déplacement de la tranche de fluide. Ici, les forces de pression sont de même signe que le déplacement, et là, elles sont de signe contraire. Donc voilà pour la puissance des forces de pression, évidemment. Donc il faut multiplier tout ça par dt. Donc ça va être le seul terme ici. Dans la puissance des forces extérieures, donc non conservatives, il y a la pression. Et puis, maintenant, parlons de la puissance des forces intérieures. Alors ça, c'est assez fréquent. On va supposer que c'est de l'eau, un liquide incompressible. Donc si on a un liquide incompressible, on l'a déjà vu dans les vidéos de cinématique, ça veut dire que chaque particule de fluide garde son propre volume. Elle peut se déformer, mais son volume reste le même. La masse volumique de la particule se conserve. Et donc, les forces de pression ne vont pas agir, ne vont pas travailler, puisque chaque particule garde son volume. Pense à la formule des travaux des forces de pression sur un volume V, moins P dV. Si dV est nul, la particule garde son volume, alors les forces de pression ne travaillent pas. Donc à chaque fois que tu auras un fluide incompressible, et ce sera très souvent le cas pour les liquides supposés incompressibles, eh bien la puissance intérieure des forces de pression est nulle. Et donc il va nous rester uniquement la pression des forces de viscosité. Et bien voilà, on va pouvoir accéder comme ça à la puissance des forces de viscosité. On voit aussi que la pression est uniforme sur la section. La vitesse ne l'est pas, mais la pression l'est. Donc on peut sortir ça de l'intégrale. Et donc ça va faire PE moins PS fois donc, alors j'aurais pu mettre une intégrale double, c'est sur la section du tuyau, donc V de R ds. Voilà, finalement les calculs sont assez simples. On n'a même pas besoin de connaître vraiment le profil parabolique de vitesse, simplement le fait que la vitesse dépend du rayon. Ceci à cause des conditions limites, bien sûr la vitesse doit s'annuler sur les bords. Donc on a ça, et plus la puissance intérieure des forces de viscosité. Donc on voit que tout ça, ça fait 0. Et là, on reconnaît le débit volumique. Parce que le débit volumique, c'est le flux du vecteur vitesse. Donc là, les ds ont été orientés dans le sens de l'écoulement tous les deux. Attention, je ne mets pas de rond. Je ne mets pas de rond parce que chaque section est une surface ouverte. Elle ne délimite pas à elle seule un volume. Bien sûr, l'ensemble est une surface fermée. Mais là, quand je calcule ce flux-là, c'est séparément sur chaque section du tuyau. Donc attention, les ronds, on ne met pas pour faire joli. On n'a pas le droit de les mettre quand la surface est ouverte et qu'elle n'est pas fermée. Et donc on voit que la puissance intérieure, alors ce n'est pas encore une puissance volumique, c'est la puissance intérieure des forces de viscosité sur notre volume de contrôle, c'est donc moins la puissance des forces de pression, donc moins PE, moins PS, dV. Et donc, si on utilise la définition de la résistance hydraulique, eh bien, PE moins PS, ça fait RH, résistance hydraulique fois dV, donc ça fait bien moins RH dV au carré. Alors, bien sûr, pour aller plus loin, on pourrait
réinjecter d'après la loi de Poiseuille que tu as peut-être vu, l'expression de la résistance hydraulique qui varie en 1 sur la surface à la puissance 4, hein, contrairement à la résistance électrique. Je ne vais pas aller plus loin là-dessus, ce n'est pas mon but aujourd'hui, mais simplement montrer que voilà, par ce bilan d'énergie cinétique, finalement assez simple d'un point de vue mathématique, on aboutit à la puissance intérieure des forces de viscosité. Évidemment, si on veut introduire une puissance volumique, on va mettre un petit P1 viscosité fois le volume du cylindre, donc base fois hauteur, pi r carré fois L. Et donc, on aura comme ça la puissance volumique des forces de viscosité, donc une dissipation. Et cette analogie assez amusante avec l'effet Joule, RI carré moins RI carré si on algébrise cette puissance qui dissipe l'énergie du fluide. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a rendu service. En tout cas, ça peut peut-être te donner quelques idées très claires sur le fait qu'on est obligé d'utiliser le théorème de l'énergie cinétique pour utiliser la puissance des forces intérieures. Dans le cas général des bilans d'énergie pour les fluides, moi je conseille plutôt le premier principe de la thermodynamique parce que justement, ça ne fait pas intervenir toutes ces puissances intérieures dans le bilan. Il n'y a que la puissance mécanique et thermique des forces extérieures. Mais parfois, voilà, on est obligé d'avoir recours à ce théorème mécanique pour avoir la puissance des forces intérieures. Donc finalement, on voit que les deux approches se complètent et donc ont un intérêt différent suivant ce qu'on cherche, suivant ce qu'on va faire, suivant finalement ce qu'on te demande. Voilà, et bien écoute, à très bientôt sur e-learning physique pour plein d'autres vidéos sur tous les grands thèmes de la physique.